Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prépa Police Municipale. Alors ce mois-ci, il y a eu un petit peu moins de vidéos parce que, vous l'entendez encore, j'ai une voix un peu plus grave que d'habitude. J'étais le sosie vocal de Barry White pendant 2 semaines. J'ai été malade et ensuite, également, j'ai muté, donc je suis chef dans un nouveau poste. Donc ça m'a amené à un peu plus de travail et je travaille un peu plus loin qu'avant, donc j'ai un peu plus de trajet aussi. Donc aujourd'hui, c'est dans ma thématique actuellement professionnelle, nous allons voir le plan communal de sauvegarde. Dans ma nouvelle commune, il y a une révision du plan communal à faire, donc j'ai la charge de m'en occuper. Donc c'est ce que nous allons voir là maintenant. Qu'est-ce que c'est le plan communal de sauvegarde? Pardon. Donc le plan communal de sauvegarde, c'est plus une thématique, je dirais, là, de chef de service, mais quoi qu'il en soit, en tant que policier municipal et même au niveau du concours, pour votre culture générale, c'est toujours très bon à savoir tout ça. Ça a été mis en place en 2005. Pourquoi? Alors là, on va faire un peu d'histoire. En 2001, à Toulouse, il y a eu l'explosion de l'usine AZF. Et les pouvoirs publics, les pompiers, la protection civile, les militaires qui ont été engagés, les forces de police, il y a eu ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience. Le terme rétex, vous l'entendrez assez souvent. Dans ce rétex d'AZF, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait mettre en place des plans. C'est ce que vous voyez des fois dans certains films américains ou autres, etc. On dit on va mettre en place tel plan, etc. Donc en fait, ça veut dire que nous, au niveau administration, nous avons un lexique, un livre, quelque chose qui ressemble à vous voyez, des classeurs comme ça, hein, où dedans, en cas d'urgence, on ouvre, on pioche et on lance. On le fait toujours sur papier. Il y a une version numérique, mais toujours sur papier. Le papier, il n'y a pas besoin d'électricité. Le numérique, l'ordinateur, il faut qu'il démarre le serveur, il faut qu'il y ait de l'internet, etc. Là, du papier, on fonctionnera toujours. Donc, il y a eu la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Vous voyez, il a fallu quand même 3 ans. Entre-temps, il y a eu des catastrophes naturelles, etc. Donc, on a eu 3 ans de réflexion. Et en 2005, il y a eu le décret d'application, donc qui nous a dit comment faire, nous, commune, comment créer le plan communal de sauvegarde. Donc c'est un plan qui est valable 5 ans maximum, donc il faut renouveler. Donc moi, sur ma commune, je suis dans la 4e année, donc je suis en train de le renouveler. Et c'est un plan qui est activé par le maire. Soit par le maire, soit s'il y a délégation au président d'agglomération ou de communauté de communes, hein, les EPCI, je vous rappelle. Donc s'il y a délégation, c'est le président qui déclenche, ou alors aussi, si ça touche plusieurs communes et si c'est plus gros, c'est le préfet qui peut les lancer aussi. Donc maintenant, le PCS, c'est un outil de gestion du risque d'événements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. Sanitaire, ces derniers temps, on l'a vu avec la Covid. Si on regarde, en France, nous avons été impactés, je ne dis pas le contraire, mais si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Chine, etc., il y a eu des hôpitaux de campagne qui ont été lancés. En France, on a développé, je dis des bêtises, les militaires ont aidé certaines zones avec des hôpitaux de campagne pour aider les hôpitaux qui étaient saturés. Tout ça, ça fait partie également du plan, des plans communaux de sauvegarde. Alors, c'est l'armée qui s'est déclenchée, mais au niveau national, il y a des systèmes à peu près similaires. Donc, on parle de risques majeurs naturels. On parle de risques technologiques et de risques sanitaires. Alors, dans son élaboration, un PCS, il y a plusieurs choses à savoir. Là, vous voyez, cette semaine, j'ai téléchargé, c'est j'allais dire c'est en vente libre. C'est en téléchargement libre sur le site du ministère de l'Intérieur, comment créer son plan communal de sauvegarde quand on est une commune. Il y a 200 pages, donc j'ai lu les 200 pages. Et là-dedans, on nous dit comment
on doit créer. C'est-à-dire que déjà, au niveau du plan, quand on décide de le créer ou de le revoir, il faut qu'il y ait un chef de projet. Le chef de projet, ça peut être un élu ou un fonctionnaire comme moi. Là, actuellement, moi, ça fait 3 semaines que je travaille dans ma nouvelle commune, donc je suis en train de lancer le projet. On n'a pas encore décidé qui était le chef de projet, ça risque d'être moi ou un élu. Et ensuite, je vais avoir du travail de coordination. Il faut savoir que dans ce travail-là, nous avons des cabinets d'études qui nous aident, parce qu'il y a un savoir-faire d'élaboration et de préparation qui est quand même assez conséquent. J'ai les compétences de le faire, mais si j'ai un cabinet d'études qui travaille en partenariat avec moi, ce sera beaucoup plus facile. Parce que j'ai pas que ça à faire, forcément, en tant que chef de service. J'ai aussi d'autres missions qui m'incombent au niveau de ma commune. Là, ça peut être un travail à plein temps sur 1 mois, voire 2 mois, si je dois tout ressourcer et tout écrire. Parce que sachant qu'un plan communal de sauvegarde, c'est quand même pas mal de pages aussi. Donc, dans ce plan, qu'est-ce qu'on nous dit qu'il doit prévoir? En fait, au niveau de son élaboration, il faut diagnostiquer les aléas et les enjeux. Alors, les aléas et les enjeux, c'est des grands mots. Mais là-dedans, on a tout ce qui est risque, phénomène et enjeux. Et les enjeux, ça peut être un établissement sensible. Si dans ma commune, j'ai un EHPAD, une maison de retraite, si dans ma commune, j'ai un centre spécialisé pour les personnes handicapées, si dans ma commune, j'ai 5-6 crèches, vous voyez, des crèches, tout ça, ça fait partie des établissements sensibles et des enjeux qu'il va falloir que je réfléchisse au niveau 1, quand on va commencer les évacuations, parce qu'à côté de ça, il y a aussi les plans d'urbanisme, ça fera partie de notre vidéo. Donc tout ça, ce sont les choses que je dois penser. C'est-à-dire que je dois penser aux cours d'eau, aux collines, aux autoroutes, aux voies ferrées, si j'ai un port, si j'ai pas de port, au risque de la marée, au risque de tsunami, au risque... Tout ça. Tout ça, c'est ce qu'on doit diagnostiquer. Ensuite, on va recenser les moyens matériels et humains que nous avons, qu'ils soient privés ou publics. Ces moyens qui peuvent être mobilisables, c'est-à-dire privés ou publics, c'est-à-dire que si sur ma commune, j'ai une entreprise de chantier qui a des tractopelles, nous pouvons, nous, réquisitionner, bon, bien sûr, après on les paye, hein. On peut réquisitionner les tractopelles en cas de force majeure. Donc ce sont des moyens qu'on sait qui sont mobilisables. Bon, il suffit que le tractopelle soit sur la commune d'à côté, sur un chantier, on ne pourra pas l'avoir. Mais on sait qu'on a ce potentiel. Donc nous, on ne compte pas sur les entreprises privées, hein. On compte surtout sur les entreprises publiques. Autre exemple, sur ma commune actuellement, j'ai une société de transport qui est contractuelle avec le transport scolaire. En cas d'évacuation de ma commune, que va faire Monsieur le maire? Monsieur le maire va appeler le responsable de la société et on va réquisitionner tous les autocars de transport scolaire pour évacuer 1000, 2000, 3000 personnes sur un autre point sécurisé. C'est pour ça qu'il nous faut savoir les moyens privés que nous pouvons avoir sur la commune, mais surtout les moyens publics. Donc ensuite, une fois que j'ai recensé tous mes moyens humains, le personnel communal, la réserve civile, qu'est-ce qu'on appelle la réserve civile? Ce sont des citoyens qui s'inscrivent sur la réserve civile de la commune en cas de force majeure. Des policiers à la retraite, des anciens militaires, des pompiers d'actifs, des militaires d'actifs, des fonctionnaires, des infirmiers, des docteurs, un plombier, un électricien. On a besoin de tout. On a besoin de tout, donc ces gens-là se réfèrent. Des gens qui ont des diplômes de secouristes. On prend tout le monde. Et en cas de crise, on les appelle. Si eux-mêmes sont impactés par le risque, ils ne peuvent pas intervenir, mais on arrivera toujours à trouver du monde. Donc, au niveau de ces moyens humains, et ensuite, on a aussi les lieux de repli. Donc, là, je vais y venir après. Donc, mettre en place une procédure et un dispositif d'alerte communale, voir comment on peut alerter les gens. Organiser la protection et le soutien de la population par rapport aux risques. C'est là où je vous disais. On regarde si on a des gymnases qui sont en zone non inondable.
non touchables par les risques que nous avons déjà vus avant. Donc on travaille sur des moyens de repli et sécurisés. Ensuite, le PCS aussi prend en compte le DICRIM. Le DICRIM, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Ça, c'est la préfecture qui le fait. C'est les services d'État qui le font. Ils nous le donnent. Il y a des analyses qui sont faites, etc. Et nous, par rapport à ça aussi, ça nous permet de réfléchir à comment on va analyser comment on va mettre en place notre PCS, sachant que ça, c'est fait par les fonctionnaires d'État. Ça, c'est fait avec les élus de la commune et les fonctionnaires communaux qui connaissent leur terrain mieux que les fonctionnaires d'État. Donc, les deux associés, ça nous permet à nous d'être le plus réactif et le plus dans l'anticipation possible. Maintenant, comme je l'ai dit, la mise en œuvre du plan. La mise en œuvre du plan, une fois que j'ai réfléchi à mes risques, comment je pouvais, quels moyens j'avais, humains, matériels, le repli, la nourriture, comment stocker de la nourriture, comment... Alors, il y a des endroits où on décide de ne pas stocker de nourriture, parce qu'on a un supermarché à côté, donc au pire, on réquisitionne le supermarché, on tape dedans et on nourrit les gens. Bien sûr, à chaque fois, on paye. On ne vole pas, on paye. On a eu, il y a quelques années en arrière, dans les Alpes, là, quand il y a eu des grosses inondations dans les Alpes, on a eu des communes qui ont été coupées de tout. Il n'y avait que les hélicoptères, et encore même avec les hélicoptères, c'était compliqué. Donc ces communes-là, dans leurs plans communaux, doivent, à un moment donné, prévoir des rations, type un peu militaire. Hein, on a déjà vu l'armée donner des rations de combat sur des sinistrés. Hein. Donc des rations, de la nourriture, du stock, de façon à obtenir au moins 1 jour ou 2, 3 jours, selon la zone où on est. Hein. Ça peut être de la pluie, ça peut être de la neige, ça peut être des inondations, ça peut être un séisme, ça peut être n'importe quoi, de façon à ce qu'on puisse soutenir notre population. Donc, je vais revenir à ma mise en œuvre parce que je m'éloigne un peu. Donc la mise en œuvre, elle comprend plusieurs choses. Une fois que mon plan est fait, que j'ai mes moyens, que je sais quels risques je peux avoir sur ma commune, comme je vous ai dit, hein, neige, pluie, séisme, feu de forêt, hein, tremblement de terre, ouragan, au niveau des catastrophes naturelles, les inondations. Après, on a tout ce qui est risque technologique, c'est-à-dire est-ce que j'ai une usine, comme AZF, hein, usine d'engrais qui a explosé, une centrale nucléaire, une centrale à charbon, des usines de pétrochimie, des usines où il y a du gaz, n'importe quoi. Après, on a les risques sanitaires aussi, c'est-à-dire que ça, c'est un peu tout le monde qui peut être touché. Avec la Covid, par exemple, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'on anticipe sur les masques, des choses comme ça au niveau des stocks communaux. Donc, il y a des communes qui ont fait des stocks, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. C'est pas évident. Voilà, ça, c'est pas évident. Le risque sanitaire, c'est pas évident. Sanitaire aussi, ça peut être l'eau potable. Vous voyez, donc il y a aussi les risques d'eau potable, que l'eau soit contaminée, que la zone de pompage soit contaminée par une inondation. Donc, dans ces cas-là, il faut attendre le retour à la normale, donc là il faut de l'eau potable. Donc, ma mise en œuvre. 1, c'est l'alerte et la mobilisation des membres du poste de commandement communal. J'en fais partie. Sur ce poste de commandement communal, normalement, le poste de commandement, c'est une zone sûre. Pas de risque de prendre, pas de risque d'inondation, etc. Le bâtiment, si c'est en zone séisme, il doit être renforcé, etc. Avec un groupe électrogène, qu'on puisse, avec des moyens de communication, on doit pouvoir fonctionner en autonomie. On dit aux gens de venir. Ensuite, on a la localisation de l'événement sur la commune. J'étais en commune balnéaire jusqu'au mois dernier. La préfecture de l'Hérault, en 2022, a dû nous faire 4 alertes de tsunami. Enfin, 4 exercices d'alerte tsunami. C'est nouveau, il fallait qu'on se rôde. Donc, on a mis en place, j'ai mis en place un process d'alerte tsunami. Combien de temps il me fallait pour en plein été. Donc, on a eu même en plein mois de juillet, on a eu une alerte, un exercice d'alerte. Sur la plage, c'était, il fallait qu'on le fasse. Voilà. Donc, ensuite, on voit le type d'événement, plus torrentiel, de la neige, etc.
la détermination de la zone de danger et son périmètre de sécurité. Donc, la zone de danger, c'est quelle partie de la commune qui va être impactée? Toute la commune, une seule partie, etc. Donc, à ce moment-là, on sait qui on doit évacuer sur la commune, en priorité. Donc, le périmètre de sécurité, c'est-à-dire à quel endroit s'arrête la zone de danger. Telle rue, tel pré, tel machin, telle chose, etc. Ensuite, nous avons la mise en place, si nécessaire, d'itinéraires de déviation. C'est-à-dire que si j'ai une route nationale, etc., donc là, on est en partenariat étroit avec la gendarmerie nationale, les pompiers, la DDE, etc. Tout le monde s'alerte. On a des appels d'alerte de la préfecture en cas de catastrophe, en cas d'épisode météo spécifique, vent violent, etc. Donc là, tout le monde, la préfecture a des téléphones chez nous où ils appellent, etc. Donc on arrive à communiquer là-dessus. Donc moi qui suis nouveau dans mon poste, je suis en train de me recréer toute cette base de données pour pouvoir appeler rapidement en cas de catastrophe. Donc ensuite, on a l'information à la population. Donc vous voyez, on ne balance pas de suite à la population quand on décide de faire ça. Alors sauf alerte tsunami, sauf des choses comme ça, où là, nous on a une mise en place de 10 minutes. Parce qu'une vague de tsunami, ça va à 300 km/h, donc on doit vite avertir la population. Donc dès qu'on décide de faire ça, nous, en 10 minutes, 10-15 minutes, on est mobilisé, donc ce qui est quand même assez rapide au niveau des moyens, et on balance notre information. Alors, l'information, comment on l'envoie à la population? Plusieurs moyens. Maintenant, avec les smartphones, il y a plusieurs systèmes qui sont proposés aux communes où vous recevez des textos d'alerte. Il y a ce qu'on appelle aussi, je ne sais pas si je l'ai marqué là, moi j'appelle ça JDCOM, c'est la marque, l'automate d'appel téléphonique. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et l'appareil appelle. Tant que vous ne répondez pas, il vous appelle. Il est capable de faire plusieurs appels en simultané. Donc là, nous, on gagne du temps par rapport à la population. Ensuite, si vous avez bien regardé, maintenant, tous les véhicules de police municipale sont équipés de public annonce, de micros où on peut parler à la populace. Donc vous avez la police municipale qui va tourner. Soit elle va vous dire restez chez vous, soit veuillez évacuer, etc. Et ensuite, quand on évacue, on prévoit des itinéraires de délestage pour que les gens puissent évacuer le plus facilement possible. C'est prévu dans le PCS. J'en suis où? Haut-parleur embarqué, panneau lumineux, fax, le site internet de la commune. Enfin, il y a tout plein de moyens maintenant de communication. Le tout, c'est qu'on soit capable de les mettre en œuvre très rapidement. Et ça fait partie de mon analyse de la situation en tant que chef de service, de trouver des solutions. Ensuite, on a la sélection de sites d'accueil ou d'hébergement en fonction de la situation géographique par rapport au sinistre. Il est clair que je ne vais pas réquisitionner le camping municipal si ce camping municipal, je vous parlais de tsunami, est en fond de mer. Automatiquement, il risque d'être submergé. Donc à ce moment-là, je vais m'orienter vers les hôtels ou le gymnase avec des lits picots, etc. pour recevoir la population. Donc derrière, vous voyez, quand je mobilise ça, si je décide de bloquer mon gymnase, j'ai mes services techniques qui me déploient des bancs, des chaises, des lits picots. Je réquisitionne, si elles ne sont pas impactées, par exemple les dames qui s'occupent de la cantine pour ouvrir les frigos, pour qu'on mette en place de la soupe, etc. Tout ça, c'est une organisation où, à un moment donné, chacun doit savoir ce qu'il doit faire, surtout les chefs. Les chefs doivent savoir ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent faire. Actuellement, j'habite un peu loin de ma commune. Si je mets du temps à arriver, mon second le fera. Et si ce n'est pas mon second, je serai au téléphone avec les autres agents et je leur dirai quoi faire ou activer, etc. Dans ces cas-là, le savoir doit être dispatché. Si le 1 il n'est pas là, si le 2 il n'est pas là au niveau de la hiérarchie, le 3 doit savoir et le 4 aussi. De façon à ce qu'on puisse sauver des vies et aider les gens. Ensuite, nous avons la tenue d'une main courante événementielle.
soit papier, soit informatique, avec tout ce qu'on fait minute par minute, quasiment. Pourquoi? Parce qu'après, cette main courante, en cas de, elle peut être réquisitionnée par le parquet en cas de problème judiciaire. Et nous pourrons dire, 10 heures déclenchement du plan, 10h05 réunion en mairie, 10h10 lancement du truc, 10h15 nanani nanana, 18 et à 11h événement arrivée de la vague à 12h15 sur la commune, durée de la vague de 12h15 à 12h30. Vous voyez, ce genre de choses. Et tout ça, on le marque de façon à ce que on ait un suivi de la main courante et savoir déjà ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait aussi. Parce que dans le stress, dans l'action, dans toutes ces situations, savoir que les choses sont programmées et ce qu'on doit faire, ça aidera tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ou ce que l'autre a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ça permet d'avoir un checklist, comme dans les avions, dire check, 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 check. Ah ça on l'a pas fait, fais-le de suite. Et ça nous permet aussi, nous, d'avoir un retour d'expérience sur ce qu'on a fait, pour que la prochaine fois on soit encore meilleur. Donc ensuite, on a aussi la réquisition d'établissements conventionnés avec la commune, comme je dis, les campings, des restaurants, pourquoi pas des restaurants, et on arrive à fonctionner comme ça, de façon à, sur quelques jours, si on est coupé du monde, bon après, selon les communes, on ne s'aime pas forcément coupé du monde. Moi, ma nouvelle commune, on ne sera jamais coupé du monde parce qu'il y a des accès un peu partout. De façon à ce qu'on puisse avancer. Il faut se dire une chose, c'est que s'il y a une catastrophe sur ma commune, la commune d'à côté sera impactée, etc. Donc on va se retrouver à avoir 20 000 personnes impactées par un phénomène. Si on met les 3-4 communes où on est autour. Donc automatiquement, il faut que nous aussi, on puisse durer dans le temps, de façon à pouvoir aider les gens. Et ensuite, il est prévu dans le PCS aussi l'organisation du retour normal à la vie et l'édition des comptes rendus d'événements. Donc vous voyez, ce que je vous disais, la main courante est très importante. Ça nous permet aussi de rendre compte à la population, et ensuite, après, ça fait l'objet d'analyse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le PCS vous a été utile. C'est un gros morceau dans les communes, on s'en rend pas compte, mais monsieur le maire est responsable de ça. Donc si ça va pas, monsieur le maire peut aller sur le banc au tribunal pour manquement. Et si le préfet se rend compte que on pédale dans la semoule au niveau de notre PCS, il peut très bien prendre la main sur le maire. Ça fait partie des moments où le préfet écarte le maire et prend le pouvoir. Prend la situation en main. Voilà, si ce n'est pas fait, rejoignez-nous sur Facebook. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Si ce n'est pas fait, vous pouvez cliquer vous abonner et rejoindre et me faire un petit don à 9,99 ou alors, tout simplement, si vous voulez réviser un peu plus, vous prenez le forfait à 29,99 et je vous suis dans vos révisions. Je vous fais faire des exercices, etc. Suivi perso, bien sûr. C'était Charlie Sierra et je vous dis bonne révision et à bientôt sur la chaîne.